Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale, non, le brin d'histoire. Oui, aujourd'hui c'est jeudi, on fait un brin d'histoire. D'accord, ok. Même si on va parler d'une période un peu sombre de l'histoire d'un pays voisin de l'Afrique centrale, on va parler un peu du Tchad aujourd'hui, parce que le 15 avril 1975 avait eu lieu le premier coup d'État que va connaître la République tchadienne. Il faut savoir que le Tchad est devenu indépendant le 11 août 1960. C'était une colonie française. Il faut savoir qu'elle est devenue colonie française à partir de 1900. Et donc, durant 60 années d'occupation, ce pays va devenir finalement indépendant, à l'instar de la plupart des pays de la même région durant les années 60. Et donc, le 11 août 1960, le Tchad devient indépendant et c'est M. Tombalbaye qui est le premier président, évidemment, de la République du Tchad. Et donc, c'est un pays qui, malheureusement, dès sa naissance, va commencer à connaître un certain nombre de troubles. Le président Tombalbaye avait déjà du mal, si tu veux, à pouvoir jouer, à pouvoir gérer le pays. Et donc, il va malheureusement, pour des raisons purement politiciennes, commencer, parce qu'il faut savoir qu'il était originaire du sud du Tchad, et donc il va commencer un peu, si tu veux, à jouer sur la fibre ethnique pour essayer de jouer sur les divisions ethniques et communautaires pour essayer de rester au pouvoir. Et donc, à partir de là, si tu veux, il va y avoir un début de tension à l'intérieur du pays. Et donc, le point d'orgue de cette tension-là va apparaître en 1966 avec la naissance du premier, si tu veux, on peut dire, du premier groupe armé qui va officiellement se battre contre le pouvoir central de N'Djamena, donc, qui était le Frolinat, le Front de libération nationale du Tchad. Et donc, le Frolinat était composé essentiellement de musulmans du Nord et aussi d'une communauté de Noirs, qu'on appelle les Koudous. Ce sont des Noirs qui sont des nomades, qui vivent aussi un peu entre le Nord et le Sud du Tchad. Et donc, à la fois, les musulmans du Nord et les Koudous vont former le Frolinat. Et à partir de là, il va même y avoir une première tentative de coup d'État en 1966. Tombalbaye va sauver in extremis son pouvoir grâce à l'appui des Français qui étaient déjà présents au Tchad à cette époque-là, grâce aux accords de défense que le pays avait signés avec la France. Et donc, il y avait une base française déjà à l'époque à N'Djamena. Et donc, c'est la France qui va un peu sauver la tête de Tombalbaye à cette époque. Et à partir de là, il va y avoir une espèce de jeu cynique entre révolution, répression et révolte ensuite. Entre un jeu maintenant à trois, en quelque sorte, entre le pouvoir politique incarné par Tombalbaye, entre le Frolinat et l'armée, donc notamment l'état-major de l'armée tchadienne. Et donc, il faut savoir que lorsque le coup d'État arrive et en fait éclate le 13 avril 1975, en fait, il y avait déjà un certain nombre de signaux qui étaient quand même assez inquiétants quelque temps auparavant, qui allaient justement annoncer le pire. Et donc, il y avait notamment par exemple, l'explosion de l'armurerie de la garde prétorienne de Tombalbaye, qu'on appelait le conseil... le Conseil technique de sécurité, la compagnie tchadienne de sécurité, la CTS. Et donc, l'armurerie de la CTS avait été incendiée à N'Djamena et à Sarthe 24 heures avant le déclenchement de ce coup d'État. Et il faut savoir également que quelques jours encore auparavant, notamment dans la nuit du 3 au 4 avril 1975, Youssouf Togoini, qui par la suite va devenir également le fondateur du MDJT, qui était aussi un autre groupe politico-militaire tchadien, qui était à l'époque détenu à la prison de N'Djamena à la suite des troubles survenus au lycée Félix Eboué, va à cette époque-là diriger la mutinerie qui va causer la mort d'un sous-officier français qui s'appelait Guélino, qui était adjudant-chef, qui travaillait dans le renseignement au Tchad, et même la mort de cet adjudant-chef là va par la suite
énormément pollué les relations entre N'Djamena et Paris. Et donc, à partir de cet instant-là, déjà, on sentait qu'il y avait une véritable scission au sein de l'armée tchadienne. Il faut savoir que déjà, même à partir de 1973, il y avait eu même d'abord une première tentative de coup d'État. Cette première tentative de coup d'État qui va avorter va rendre carrément Tombal Baye erratique au point où il va commencer à enfermer certains officiers qu'il va considérer comme étant les instigateurs de ce coup d'État, là notamment Félix Maloum, qui deviendra plus tard, à l'issue notamment de ce coup d'État, là, le nouvel homme fort du Tchad. Et donc, à partir de là, il va y avoir une véritable scission entre l'armée et Tombal Baye. Et donc, entre ce jeu à trois là, entre le Frolina qui mène des actions de révolte à l'intérieur du pays, notamment en partant du nord à la frontière avec le Soudan, notamment la région du Darfour, et l'armée qui n'est plus en odeur de sainteté avec Tombal Baye, celui-ci donc va commencer à uniquement baser son pouvoir sur deux éléments. D'abord, sa garde rapprochée, notamment la compagnie tchadienne de sécurité, et aussi la France qui continuait jusqu'à cette époque-là à soutenir son pouvoir. Et donc, à partir de là, les choses vont donc se gâter parce que à l'issue, à partir du début des années 70, donc notamment à partir du coup d'État manqué de 73, il va commencer à lancer un certain nombre d'arrestations, notamment celle des colonels Jimé Mamari ou bien encore de Gotiga Guerina. D'autres officiers vont même prendre la fuite, comme le colonel Kamougué, qui va disparaître dans la nature. On va notamment dire qu'il se trouvait quelque part à l'extérieur, notamment du côté du Soudan. Donc à partir de là, avec les arrestations des généraux Maloum et Diogo, donc tout ça va mettre en place en fait une véritable rupture entre Tombal Baye et son armée. Et à partir de là, il commençait même déjà à se sursurer qu'il y aurait des tractations secrètes, notamment en France, pour essayer de trouver celui qui serait probablement le successeur de Tombal Baye. Et donc, à partir de là, lui, il va évidemment très mal vivre cette question. Et donc, il va, à partir de là, commencer à faire la chasse aux opposants. Certains d'entre eux même, il va fomenter même un assassinat d'un de ses opposants à Paris, en France. Et donc, tout ça ne va pas améliorer son image et encore moins les relations avec Paris. Et puis, il faut savoir que déjà Tombal Baye, lorsqu'il prend le pouvoir, lorsqu'il accède au pouvoir à la suite de l'indépendance en 1960, il avait aussi posé un certain nombre d'actes qui vont par la suite rendre particulièrement illisible son action gouvernementale et surtout le couper de la base, de la base notamment le peuple, parce qu'évidemment les citoyens tchadiens avaient du mal à comprendre ou à lire un peu sa vision politique. Il faut d'abord savoir qu'en 1963, Tombal Baye va décréter la dissolution de tous les partis, sauf le sien. Donc, il va installer le parti unique. Et en mars de la même année, il va faire arrêter Mahamat Abdelkerim et le docteur Outel Bono, qui étaient deux de ses farouches opposants. Il va les arrêter et les faire condamner à mort pour complot. Et à partir de cet instant-là, donc dès 1963, il va commencer à y avoir un certain nombre de tensions déjà avec la classe politique. Et puis, cela va monter crescendo, puis avec les événements de 1973, déjà en 1966, à partir de là, va naître le Frolina, donc cette rébellion armée à l'intérieur du Tchad. Puis en 1973, Tombal Baye va se couper de l'armée qu'il soupçonnait déjà de vouloir prendre sa part. Et puis, à partir de 1973 aussi, il faut comprendre qu'il va donc, en s'appuyant uniquement sur sa garde pétrolière, la compagnie tchadienne de sécurité, et sur la France, il va donc permettre une forme d'immixtion de la France dans la politique intérieure tchadienne. Et à partir de là, ça va être un peu la porte à toute forme d'immixtion qui vont se produire par la suite, parce qu'il faut savoir que à partir de là,
Donc, lorsque le coup d'État va éclater le 13 avril 1975, Tombal Bay sera malheureusement assassiné dans des conditions qui sont mystérieuses jusqu'aujourd'hui. Il faut savoir que déjà dans la nuit du 12 au 13, il va y avoir l'entrée de compagnies blindées à l'intérieur de N'Djamena. Les habitants de la capitale vont être réveillés par des coups de feu. Et puis, aux alentours de 10h30, il va y avoir un général qui va prendre le pouvoir et qui va justement expliquer aux Tchadiens que le général Tombal Bay avait été renversé et que désormais c'était en quelque sorte l'armée qui prenait le relais, notamment le Conseil militaire supérieur, le CMS. Et donc ce CMS-là va diriger le pays pendant quelques temps, et lui aussi va être miné par un certain nombre de divisions, parce qu'il faut savoir que le général Félix Maloum, qui avait été arrêté en 1973 par Tombal Bay, va être libéré à la suite de ce coup d'État, et il va être porté à la tête d'abord de la junte militaire, puis du pays, notamment pour la période de transition. Et puis, donc, les militaires qui, dans un premier temps, vont être porteurs de grands espoirs, notamment pour les Tchadiens, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils n'allaient d'abord, pas s'éterniser au pouvoir, ils allaient le retransmettre aux civils, et deuxièmement, ils avaient fait la promesse de ne surtout pas attiser les tensions communautaires et ne surtout pas faire les mêmes erreurs qu'avait commises Tombal Bay. Malheureusement, très vite, les Tchadiens vont déjanter. Pourquoi? Parce que d'abord, les hommes politiques qui avaient été arrêtés sous l'ère de Tombal Bay, pour la plupart, ne vont pas sortir vivants des prisons tchadiennes. La junte au pouvoir expliquant que lorsqu'ils avaient lancé cette vague de libération, la plupart de ces hommes politiques-là étaient déjà morts, ou bien ils ont découvert morts lorsqu'ils sont arrivés dans les prisons. Et donc ça déjà, ça va attiser une espèce de suspicion au sein vis-à-vis des populations. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur même de l'armée, il va y avoir une espèce de scission, parce que la politique va s'immiscer dans l'armée, et donc il va y avoir à l'intérieur en fait des espèces de clans politico-militaires, avec d'un côté Félix Maloum, d'un autre côté Goukouni Ouédé, et d'un autre côté après on aura même Hissène Habré, qui sont tous des hauts officiers de l'armée régulière tchadienne. Et donc tout ça va entraîner par la suite le Tchad dans cette espèce de phase d'instabilité qui va durer durant toutes les années 70 jusqu'aux années 80 même. Il va falloir attendre les années 90, parce qu'il faut savoir que Félix Maloum lui aussi sera renversé en 1977 par Goukouni Ouédé. Goukouni Ouédé qui sera renversé lui aussi en 1984 par Hissène Habré, qui sera renversé à son tour par Idriss Déby. Donc il faudra attendre Idriss Déby Itno. Et donc il faudra attendre la période d'Idriss Déby durant les années 90 jusqu'au début des années 2000, jusqu'au milieu des années 2000, voire début des années 2010, avant que le Tchad ne retombe encore dans ses travers, avec notamment la naissance de nouvelles formes de rébellion qui venaient toujours notamment du nord à la frontière, soit avec la Libye, soit avec le Soudan. Donc, si tu veux, c'est une date triste pour le Tchad, le 13 avril 1975, parce que ça va déclencher un cycle d'instabilité dont le Tchad, malheureusement, vit encore les conséquences jusqu'aujourd'hui. À partir de ce moment-là, les hommes politiques tchadiens vont, enfin, si tu veux, le Tchad va sombrer dans une espèce de division qui va porter gravement atteinte à l'idée même d'unité nationale. Et donc, c'est cette espèce d'instabilité à la fois politique, militaire, communautaire, qui va faire que durant près de 30 ans, le Tchad va connaître une longue et terrible période d'instabilité, malheureusement, comme je le dis, dont les effets continuent encore à se faire sentir aujourd'hui. Merci Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.